en scène, s'il vous plaît. Voici, la voix est encore là. Oui, comment? Je sais pas qu'elle y est, il vaut mieux qu'elle y soit. Mademoiselle Eda Pierre, en scène, s'il vous plaît. Déjà, elle était jolie, fraîche, attachante et émouvante. C'est la chaleur que j'entends et la luminosité. C'est les deux caractéristiques de la voix de notre chère Eda Pierre. C'était une voix de qualité ravissante. Une chaleur et un côté sombre, un côté miel, un côté enveloppant qui était unique. Unique. Dans l'éducation que va recevoir Christiane au sein de sa famille, il y a un personnage clé, un personnage qui est vraiment fondamental pour elle, c'est son grand-père Paul. C'est lui qui sera le pilier de cette éducation qu'elle va recevoir et en même temps la référence paternelle, puisque son père est décédé quand elle était très jeune. Mais également ses tantes, les sœurs de sa mère Alice et en premier lieu Paulette, l'aînée, Paulette Nardal. La famille Nardal tient salon dans sa maison de la rue Schellcher et la famille entière, les filles se forment intellectuellement à ces rencontres qui vont se faire entre musiciens, artistes, intellectuels qui vont passer par la Martinique. Et donc évidemment, Christiane, par la suite, va forcément prendre de cette culture, de cette richesse intellectuelle de la famille. Donc, Paul, son grand-père, est effectivement le personnage central de la vie de jeune fille de Christiane. Mon père aimait aussi beaucoup recevoir. Quand il recevait, il y avait beaucoup de musique aussi. Et c'est dans le milieu familial que Christiane, étant petite, a vécu et elle s'est trouvée tout naturellement portée vers la musique, d'autant plus qu'elle avait cette voix qui lui permettait de continuer.
Vous savez, mon grand-père, qui était de Saint-Pierre, de toute façon, il adorait l'opéra. Il avait entendu des opéras à Saint-Pierre, et il les fredonnait. Il jouait au piano des airs d'opéra. Et puis, quelquefois, il nous faisait répéter après lui certains airs d'opéra. C'est ça qui nous amusait énormément. Et donc, c'est grâce à lui que j'ai découvert un peu l'opéra. Mais ma mère était déjà professeure de musique, mes tantes... même si elles étaient professeurs, tout le monde était musicien. C'est devenu sérieux quand j'ai été en première, et à ce moment-là, ma mère m'a dit, bon, il faudrait peut-être que tu ailles faire tes études. Et puis alors on pensait déjà aussi aux études de chant. Elle avait du chagrin, mais elle n'avait pas tout à fait réalisé la séparation. Elle savait très bien qu'à la Martinique, elle n'aurait pas pu continuer ses études. Alors elle avait le désir de continuer à travailler sa voix. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps quand elle est partie. J'avais l'impression que je l'avais perdue. Parce que souvent c'est ça. Elle est restée plusieurs années et je me suis dit, ma foi, j'ai perdu ma fille. C'est vrai que quand je suis arrivée en France, ça a été assez difficile. Alors j'ai été obligée de me montrer différente de ce que j'étais vraiment. Et au fond, c'est le milieu artistique, c'est la vie parisienne qui a un peu forgé mon nouveau caractère. Et quand ma mère était venue me voir, elle avait trouvé que j'avais un côté agressif et elle avait une grande peine. Elle m'a dit, mais on t'a beaucoup changé, je ne te reconnais plus. Et je lui ai dit que si je suis douce, si je suis bonne, je ne peux pas faire ce métier parce que c'est la jungle. Puisqu'au départ, effectivement, elle va à Paris pour faire des études de piano. Et pendant qu'elle fait ses études de piano, ses professeurs lui demandent de s'accompagner en chantant. Et c'est à ce moment-là que les professeurs découvrent qu'elle a une voix exceptionnelle. Maman avait trouvé un professeur de chant qui était très bien, d'ailleurs, qui s'appelait Jean Planel. Et Jean Planel, au bout d'un an, il a dit non, je pense que vous pouvez aller beaucoup plus loin et je vais vous emmener, vous faire entendre un grand chanteur qui s'appelle Charles Panzera. Évidemment, je ne savais pas qui était Charles Panzera. Ce grand chanteur, grand mélodiste, grand baryton et tout. Et j'ai été 5 ans l'élève de Charles Panzera, 2 ans en cours privé, 3 ans dans sa classe au conservatoire. Et ça a été vraiment... Je n'oublierai jamais ces 5 ans-là. Et j'ai travaillé aussi ma technique avec une dame extraordinaire à qui je dois vraiment beaucoup, qui s'appelait Suzanne Decret, et qui m'a vraiment beaucoup donné. Je dois autant à l'un et à l'autre. Mein liebes Weibchen, Bon, j'étais venue des études de piano, des études de chant. Et puis mes maîtres m'ont dit, mais il faut faire quelque chose, tu veux rentrer à l'opéra. Je dis, moi, à l'opéra? Mais je suis noire. Qu'est-ce que je vais faire à l'opéra, moi? C'était ridicule de ma part, parce qu'au fond, il n'y a jamais eu de problème. Quand j'étais au conservatoire, mon maître dans la classe de Louis Noguera, il m'a toujours dit reste comme tu es, sois naturel et n'essaie pas d'imiter les gestes des autres. Tu es différente et joue cette différence, ça apportera un plus.
Et je suis restée telle que j'étais. Alors certains pouvaient ne pas aimer ma façon d'être, mais ça n'a pas d'importance, je ne me suis jamais trahie. Et je crois qu'au fond, en général, on a très très bien accepté ma façon d'être en scène. J'ai eu mes prix à l'unanimité en juillet 57 et en mars 58, je débutais sur scène dans Les Pêcheurs de Perles grâce à mon maître Louis Noguera qui avait dit au directeur de l'Opéra de Nice, qui était Monsieur Aimé, j'ai une petite qui est merveilleuse, je veux à tout prix que tu l'engages. Et ça a été fait comme ça. Ce qui la rendait unique, c'est ce timbre, encore une fois. Ce timbre absolument hallucinant pour ce répertoire. C'est-à-dire qu'on n'attend pas des voix avec une telle couleur dans ce répertoire-là. La soprane, c'est la voix la plus aiguë, et soprane coloratour. Coloratour, c'est agilité. Ça veut dire qu'elle va pouvoir, normalement, faire des vocalises. Bon, c'est un peu ça le terme exact. Mais ça désigne aussi que la voix est normalement beaucoup plus aiguë. Donc ça fait partie vraiment des sopranes qui montent très haut. Pour elle, un son était beau s'il était rond et clair. Et je me disais, mais c'est exactement la définition enfin, de la couleur de sa voix. Je dirais rond et clair. C'est ce qu'elle cherchait. Elle cherchait le velouté. Elle cherchait à la fois un peu de métal. Elle disait que la voix doit avoir un petit peu de métal, c'est-à-dire avoir du caractère, doit avoir une projection. Et pouvoir marquer exactement comme un parfum qui aurait un peu d'épices pour être projeté et avoir un éclat particulier, mais toujours avec rondeur et velouté. Et ça lui allait assez bien. Elle était aussi comme ça. Il y a des timbres qui sont immédiatement séducteurs. C'est son cas. Il y a des très grands chanteurs avec des timbres parfois qui sont peu gracieux. Elle, le timbre est riche, c'est du velours, et il est pulpeux. Pour moi, le timbre de Christiane Dapierre est pulpeux, parce que c'est comme un bon vin, il est facile à boire, il est très riche, et je suis vraiment amoureux de ce timbre. Le deuxième élément, c'est que la voix, elle est extrêmement homogène sur l'ensemble du registre, c'est-à-dire que les aigus sont pleins, jamais tirés, jamais pointus, et que ça c'est encore vrai dans le médium et que c'est encore vrai dans le bas médium ou dans les graves. Et le troisième élément, c'est qu'elle a une technique, mais en béton, c'est-à-dire que les vocalises, les passages d'agilité sont extraordinairement précis, et ces trois caractéristiques font d'elle une chanteuse purement et simplement extraordinaire.
il y a quelque chose où on sent vraiment son âme, quoi. C'est une voix qui triche pas, et ça, c'est quelque chose de très fort, je trouve. Voilà. Allez, petit câlin. Fais mon petit câlin. Hop. La voix, c'est... On sent, par exemple, le téléphone, quand les gens vont bien ou pas bien, selon le timbre, selon la couleur de la voix, selon qu'elle est claire, qu'elle est sourde. Enfin, la voix, c'est le reflet de la personnalité. C'est quelque chose, c'est le plus bel instrument que nous ayons. J'ai débuté sur scène, la première fois que j'ai mis mes pieds sur scène, à Nice, c'était avec Gabriel Baquier et Henri Leguet. Puis j'ai continué à chanter, et puis Gabriel m'a engagée par la suite. Quand il est devenu directeur artistique de l'Opéra de Paris, c'est lui qui m'a fait rentrer à l'Opéra de Paris aussi, en 60. Ça, ce sont mes débuts à l'Opéra Comique, la première fois que je chante à l'Opéra Comique dans l'Acmé. Voilà. J'avais 29 ans, j'étais toute jeune. Une grande étendue de voix, car en fait elle chantait aussi La Reine de la Nuit, je l'ai chantée avec elle, et elle chantait aussi des rôles plus larges. J'ai débuté avec elle, on a débuté presque ensemble, toutes les deux dans la flûte enchantée. Elle chantait La Reine de la Nuit, moi la deuxième dame, et à Aix-en-Provence, avec Fritz Wunderlich et le baryton Walter Berry. C'était pas mal comme distribution. D'abord, il y a eu l'Opéra de Paris, où elle était une chanteuse de l'Opéra de Paris de 1960 à 1971. 1973, l'Opéra de Paris rouvre avec un mode de fonctionnement complètement différent. Rolf Liebermann, nouveau directeur, il adore Christiane Edapierre, il va l'engager quasiment chaque saison et lui offrir des rôles en or. Constance dans l'Enlèvement au sérail, d'abord Antonia des Contes d'Hoffmann dans la mise en scène de Patrice Chéreau. Et c'est là que la légende de Christiane Edapierre commence à s'écrire. Il m'a offert tant de choses à chanter, tant de choses, beaucoup de choses montées pour moi, mises en scène pour moi. Ah oui, choix de très grand chef d'orchestre pour moi. Ça a été l'âge d'or à Paris, l'âge d'or de l'Opéra Garnier.
Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Attention, dans un quart d'heure, s'il vous plaît, pour la représentation de l'enlèvement au sérail. Dans un quart d'heure, s'il vous plaît. Mademoiselle Lapierre, préparez-vous s'il vous plaît pour votre première entrée. Mademoiselle Lapierre, préparez-vous s'il vous plaît. L'Opéra de Paris des années 74 à 78 a été le tremplin de Christiane Lapierre. C'est ça qui lui a ouvert Salzbourg, c'est ça qui lui a ouvert le Metropolitan de New York, ça a été ça le tremplin. Et là, elle était une des plus grandes chanteuses du monde quand même. Pour que Colin Davis et Phillips lui confient Constance dans l'enlèvement au sérail, c'est que vraiment, il y avait d'autres Constances dans le monde, et des stars. Et ils ont choisi Christiane Lapierre. C'est dire le niveau auquel elle était à l'époque. Un peu plus vite et comme ça. Portamento. Bellini, legatissimo. Elle savait ce qu'elle voulait, elle avait une véritable personnalité, heureusement du reste, car en fait il faut du caractère pour faire ce métier, en plus de la voix et de la musicalité. Elle était belle, elle était magnifique, elle avait un port de tête extraordinaire, et quand elle rentrait, elle était très belle.
faut comprendre qu'à l'époque, les années 60, 50, 60, même 70, les chanteurs d'opéra ou d'opérette étaient des méga stars. C'était à une époque où il n'y avait pas encore les stars de télé-réalité ou les top modèles, ou même les sportifs, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui. Donc c'était des vrais stars. Elle me racontait qu'une fois, à la fin d'un spectacle de l'Acmé à l'Opéra Comique, il y avait une telle foule et pour la faire sortir, ils avaient fait venir une ambulance en cachette à l'entrée des artistes en faisant croire qu'il sortait quelqu'un sur une civière. En fait, c'était elle, pour éviter d'être complètement asphyxiée par toute la foule. Alors la police est arrivée, ils ont dit ce n'est pas possible, ils sont en telle ébullition. Vous êtes en danger. Il y a eu une symbiose, il y a eu un tel choc émotionnel avec ses publics, à Marseille notamment, donc, que les gens voulaient la prendre dans leurs bras. Alors c'est magnifique d'avoir un succès comme ça. Les gens l'aimaient vraiment. Peut-être revenir, je te quitte à demain. Le complice. Allons. Les pleurs sont superflus. Je l'ai promis. Je ne chanterai plus. Christiane Dapierre, elle fait partie de ces premières chanteuses qui étaient vraiment des vraies actrices sur scène, donc qui n'exagéraient pas, qui étaient vraiment dans son personnage. Évidemment, celle qu'on assimile beaucoup à cette nouvelle manière de jouer, c'était la Calas, quoi, qui incarnait vraiment ces personnages. Et Christiane fait partie de ces cantatrices-là, en tout cas. Christiane, elle est moderne parce que elle a envisagé le chant comme une discipline musicale. Ce n'était pas totalement le cas à l'époque. Et elle avait une façon de chanter qui est devenue la façon de chanter internationale. Elle a rencontré également des metteurs en scène comme Patrice Chéreau dans Les Contes d'Hoffmann. Ça a été un tournant dans la façon d'interpréter, d'avoir une mise en scène, je dirais, extrêmement cinématographique. Une façon de chanter extrêmement incarnée, une théâtralité dans son chant. Et ça, c'est parce que, elle le disait, la Comédie Française, c'était sa deuxième maison. Donc, elle n'avait pas un côté je chante, j'arrive sur scène, je me pose, je chante, je montre la belle voix. C'était vraiment une incarnation du personnage et une rondeur dans la voix que l'on retrouve aujourd'hui et qui fait le chant lyrique moderne. Et puis, c'est grâce à Patrice Chéreau aussi qui a permis que je donne le meilleur de moi-même. Parce que cette direction d'acteur, il est très directif. Vous savez, on ne fait pas ce qu'on veut. Mais il sait ce qu'il veut. Et jamais il ne vous met dans une position ridicule et tout. J'avoue que depuis longtemps, j'attendais de rencontrer quelqu'un qui, enfin, me fasse découvrir
et en tout cas et sortir tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais en moi et que je n'arrivais pas à exprimer comme je voulais. L'opéra dans lequel je la préfère, c'est le rôle de la comtesse dans Les Noces de Figaro, parce qu'elle est plus dans les... C'est pas un opéra qui a un rôle qui demande énormément de pyrotechnie vocale, mais par contre qui suscite une émotion vraiment énorme, telle qu'on peut... Voilà, on peut en pleurer quoi, quand on l'entend chanter ça. Et je la trouve vraiment admirable. C'est dans La Comtesse que vraiment je la retiens. C'était quand même une excellente comédienne. Et surtout, ce qu'elle avait, Christiane Dapier, c'est ça que moi, j'ai jamais oublié. C'est la première fois où je l'ai vue entrer en scène. C'était à Bordeaux, fin des années 70. Elle avait été engagée pour faire la Comtesse des Noces de Figaro. C'était l'événement, parce que c'était la grande mozartienne de l'Opéra de Paris qui chantait l'Enlèvement au sérail avec Karl Böhm, Les Noces de Figaro avec Mireille Lafrenière en Suzanne. Enfin voilà, c'était ça qui arrivait à Bordeaux, quoi. Et je me souviens très bien du début du deuxième acte, à l'entrée de la comtesse Almaviva, avec la robe à panier, la perruque, le costume. Et c'est cette allure qu'elle avait. Elle n'avait pas joué, elle n'avait pas chanté. Mais surgissant des coulisses et entrant pour chanter Porgi Amor, c'était inoubliable, quoi. Inoubliable. C'était une vraie comtesse, quoi. C'était vraiment la maîtresse du château, l'épouse du comte Almaviva, l'épouse du maître des lieux, ayant conscience de son statut, d'une élégance rayonnante. C'est ça, elle n'avait pas chanté, elle n'avait pas bougé un bras, mais déjà le personnage était là. C'était une prima donna, tout simplement parce qu'en elle-même, elle était exceptionnelle. C'était quand même une des 10 meilleures sopranos au monde à la fin des années 1970. Enfin, on m'a demandé d'aller à l'étranger en 1966 pour remplacer Mireille Lafrenière dans Les Pêcheurs de perles à Chicago. Et de là a commencé ma carrière américaine. Oui, c'était le 2 avril dernier. Christiane Dapier, arrivée quelques jours plus tôt à New York, se préparait à la Générale de l'Enlèvement au sérail de Mozart, l'ouvrage qu'elle allait chanter en vedette au Metropolitan Opera. C'est sur l'esplanade du Lincoln Center que Nicole de Vilaine a rencontré Christiane Dapier. Est-ce que c'est une consécration pour vous ou est-ce que c'est un endroit comme un autre endroit dans le monde? Ah non, pas du tout. Je crois que c'est une grande consécration parce que le maître est mondialement connu, les plus grands artistes y chantent et on m'a engagée, c'est parce que le moment en effet était venu. Et Madame Joningpan qui se trouve ici était elle jusqu'à il y a 2 ans aussi parmi les membres éminents de l'administration de l'Opéra de Paris. C'est aussi un élément exceptionnel dans le parcours de Christiane Dapier parce qu'elle débute en France à la fin des années 50 et assez vite. Elle chante au Metropolitan Opera et partout en Europe. Et à cette époque-là, il faut se rappeler que les débuts de Marianne Anderson sur la scène du Met, puis d'une Shirley Verrett, d'une Martina Arroyo et ensuite d'une Leontine Price, tout ça est à peu près contemporain. Donc pour une Française, pour une jeune Française qui vient d'abord de théâtre de province, et qui vient des Antilles françaises, réussir à se faire une place aussi vite parmi l'élite du chant mondial. Et, ses partenaires s'appellent Luciano Pavarotti, Alfredo Kraus, Placido Domingo. Donc on parle vraiment du top mondial. C'est exceptionnel. Et si elle l'a fait, c'est parce que ses qualités étaient exceptionnelles. On ne parle pas de discrimination positive ou de quotas. Elle a été repérée, elle a été entendue, et je trouve ça formidable que ces opportunités aient existé. Mais si elle l'a fait, à nouveau, ça dit aussi beaucoup sur sa qualité. Addio, 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 addio.
Elle était différente parce que c'était une femme qui avait ses fragilités. Elle était très traqueuse, elle ne s'en cachait pas d'ailleurs. J'étais, moi, par contre, très étonnée qu'elle le soit, parce qu'elle imposait tellement, elle avait une telle force, une telle présence. Je me dis, c'est pas possible qu'elle, en ayant vécu tout ça, et effectivement, ça la rendait bien sûr très touchante et très sincère et très... Oui, j'avais beaucoup d'admiration et de tendresse dans ces moments-là, parce que vraiment, elle était en état de fragilité. Après, elle a été également extraordinaire, énorme dans les opéras contemporains qui ont été composés pour elle, dans le rôle d'Erchébeth, comme dans le rôle de l'ange, dans l'opéra de Messiaen. C'était il y a 3 mois, à l'Opéra de Paris, Christiane et Lapierre commençaient les premières répétitions d'Erchébeth sous la direction de Michael Lonsdale. Chose assez terrifiante avec ses mains, et puis tout d'un coup, vous, très lentement, vous posez ses mains sur le miroir, vous reflétez dedans. Je suis absolument émerveillé de travailler avec elle, c'est un grand honneur pour moi. Et je ne crois pas que pour un début à l'opéra, je pouvais avoir plus belle interprète. C'est presque une performance sportive que de présenter un opéra où l'interprète reste seul en scène pendant près d'1 heure. Oui, je ne connais pas assez bien l'art lyrique pour savoir les durées, mais on m'a dit en effet que c'était un peu une première, que c'était très rare que quelqu'un chante pendant 1 heure pratiquement sans interruption, et une chose aussi dense et aussi forte. J'ai déjà écrit une pièce très importante pour Christiane, qui n'était pas une pièce de théâtre, qui était une pièce de concert. Et c'est après cette collaboration et ce succès, dirais-je, que nous avons eu l'idée ensemble et que j'ai eu l'idée de faire un ouvrage scénique, donc un opéra que j'ai sous-titré Opéra pour une femme seule. À la rentrée, j'ai un opéra contemporain d'Olivier Messiaen, qui est Saint-François d'Assise. Et c'est en novembre à l'opéra, et j'y chante le rôle de l'ange. C'est un rôle très important. Mais vous voyez, le rôle de l'ange, en comparaison d'Hergévête qui était le démon, quand je vous dis qu'on ne reste jamais dans l'ombre, c'est extraordinaire. Et puis chanter Saint-François d'Assise après, je trouve que c'est merveilleux. Et je suis la seule femme de la distribution. D'ailleurs, le maître Messiaen me disait, vous savez, vous êtes la seule femme de la distribution. Et c'est à quoi je lui ai répondu au maître, je ne sais pas, parce que l'ange, on ne sait pas très bien ce qu'il est. C'est l'enregistrement de Saint-François d'Assise d'Olivier Messiaen. Il y a la dédicace d'Olivier Messiaen pour Christiane et Lapierre, qui fut l'ange miraculeux et sublime de Saint-François, avec toute mon admiration reconnaissante, Olivier Messiaen. C'est très touchant, parce qu'au fond, c'est tout un travail que nous avons fait sous la direction du maître, avec toutes ces indications extrêmement précises. J'avoue que c'était très fatigant, parce qu'il était très exigeant. Mais c'était tellement beau que je me suis dit, mon Dieu, quelle belle musique, quelle belle musique. Alors là, j'ai eu peur. Encore une fois, est-ce que je serai à la hauteur? Et j'étais très heureuse de chanter ça aussi, parce que je me suis dit, chanter l'ange, ça va me racheter de ce démon d'Erchébeth Báthory que j'avais chanté avant cet ouvrage de Charles Chesne. L'autre jour, j'étais assise sur la terrasse et je prenais mon café et tout d'un coup, j'entends
le chant d'un oiseau. Et j'ai sursauté, j'ai dit, mais c'est l'oiseau, c'est le chant de l'oiseau qui représente l'ange de Saint François d'Assise, de Messiaen. L'ange que j'ai chanté, j'ai dit, c'est exactement le chant de cet oiseau. Je dis, et il faut que je regarde ce que c'est que cet oiseau. Il faut que je demande. J'ai entendu, j'ai dit, oh! J'ai dit, mais c'est le chant de cet oiseau qui annonce toujours mon entrée, l'entrée de l'ange. Elle voulait mettre en avant la langue française et le chant français avec des compositeurs contemporains. Ça aussi, elle aurait pu se contenter de chanter ces éternels rôles dans lesquels elle excellait, les Mozart, voilà, même la musique plus ancienne. Mais non, elle travaillait également avec des chanteurs contemporains. Elle a travaillé pour monter son talent au plus haut niveau, mais en même temps, elle avait cette grande fraîcheur, elle avait cette capacité à rire de manière tout à fait communicative, à gorge déployée, c'était un rossignol véritable, et puis elle avait cette joie de transmettre, d'accueillir. Hélas, mon âme s'est reprise. Vous bougez beaucoup. Vous êtes comme ça, donc vous perdez... Manque de stabilité. Ben oui, hein, manque de stabilité. Ça, c'est l'émotion. Et le manque de confiance en soi. Qu'est-ce que vous pensez de votre voix? Ça dépend. Moi, j'aime beaucoup ma voix, mais j'ai beaucoup de mal à la maîtriser. C'est ce que je voulais entendre. Parce que ça, c'est important. Ouais. Vous aimez votre voix, c'est très important. Si vous m'aviez dit, oh, vous savez, ça m'aurait ennuyé. Mais vous avez du mal à la maîtriser. C'est une question de maîtrise. Ouais. Ça, c'est vrai. Mais il faut chanter plus canalisé. Là, comme ça. Voilà. À vivre parmi vous. Alors on dit que je suis très sévère, mais il faut dire les choses toujours avec le sourire, ça fait passer bien des choses. Je leur dis, tant que je vous parle, tant que j'ai le sourire, tout va bien. J'ai souffert. Pas j'ai. C'est j'ai souffert, là. Oui, vous m'avez dit j'ai souffert. Excusez-moi, oui, c'est ça. Je ne vous excuse pas. J'aime enseigner parce que je trouve que si moi j'apporte quelque chose à l'élève, mais je reçois autant. On conseille l'élève, on essaie de le mettre dans un bon chemin, mais tout le reste du chemin, c'est l'élève qui doit le faire. Il faut trouver l'équilibre, ce qui vous convient, et voilà. Après, ça fait... Je crois qu'il y a une chose qu'on oublie, c'est que c'est le corps qui chante. Les cordes vocales, c'est le prétexte. Mon Dieu, elles vibrent, puis elles émettent des sons, c'est tout. Mais il faut connaître son corps. On ne s'affole pas et on ne se cambre. Mais je suis naturellement cambrée. Mais aussi, moi aussi, c'est le derrière antillais, mais je ne veux pas le voir. Hein. Mais il n'en est pas question. Mais il n'en est pas question. Ne vous tenez pas cambré comme ça. Il faut basculer le bassin. Voilà. Allez-y. Oh là là. Ben oui, allez-y. Ok. Je dirais qu'elle était certainement très instinctive et très empathique. Donc, elle cernait la personnalité très rapidement. Je dirais que ses conseils, elle allait très très doucement, elle ne heurtait pas la personnalité de ses élèves et elle essayait de trouver un accord
intérieure entre sa perception de la voix et la perception de l'élève. Elle essayait toujours de détendre aussi pour arriver à une souplesse dans la manière de dire les choses. Et voilà, on veut dire ce que je pense de l'époux. Mais oui, vous savez, elle joue charmeuse. D'accord. Et elle s'amuse. Et il faut qu'on sente tout de suite que vous passez de choses. Quoi, je pense. Oh, zizure du faste. Que son visage est un soleil. Oh, qu'est-ce que je l'aime. Oh, j'irai jusqu'à la mort avec lui, vous savez. C'est ça. Oui, bien sûr. Hein? D'accord. Amusez-vous. Moi, je pense qu'une des grandes qualités de Christiane Dapierre, quand elle donnait ses cours, c'était de ne pas imposer à chaque étudiant le même schéma. Je pense que c'était quelqu'un qui avait cette capacité de s'adapter et d'aider chaque chanteur ou chanteuse à rester sur son rail. C'est très très bien. Et je vois que tu es trop comme ça. Tu es trop comme ça, tu comprends? Et tu peux très bien comme ça, là. Ah oui, sa tête est trop Là. par là. Ouais. Et ça, tu es trop comme ça, ce qui fait que Non, elle mais, est oui, mais comme à obligée. chaque fois je cherche mon regard, donc alors je redescends Tu un vois, peu plus. Ne le Ouais. regarde pas là. Il faut le sentir, D'accord. mais pas le regarder. D'accord. Je ne veux pas du tout que tu lui sois à son oreille. C'est tellement bon. Non mais c'est vrai, je t'assure. Mais c'est agréable le partenaire, remarquez. Bon allez. Mais qu'est-ce que c'est que Bah ça? écoutez, ben c'est sensuel, je le suis. Allez, on y va. Tu sais que c'est filmé? Pardon. Alors bien sûr, c'était la grande Christiane Dapierre et on savait tous l'immense carrière et l'immense artiste qu'elle était. Mais elle était tellement humaine, tellement humaine. J'ai le même problème avec Geoffroy aussi, j'ai peur de faire trop de bruit. Mais qu'est-ce qu'il sait? Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qu'il sait? Ça n'a rien à Mais il voir. faut bien qu'on vous entende quand même. C'est pas possible d'entendre des gens dire ça. C'est insupportable. C'est pour ça qu'on ne chante pas la mélodie. On ne chante plus la mélodie française parce qu'on dit ah ben non, vous comprenez, il faut pas. Et allez, chantez du parc sans voix, qu'est-ce que vous allez faire? C'est clair. La voix, c'est quelque chose qui touche l'âme, qui fait hérisser les poils de l'auditeur et qui donne vraiment une émotion extrêmement grande. Tout le monde chante, je veux dire, depuis la nuit des temps. Christiane Dapierre a commencé avec une voix légère, très à l'aise dans l'aigu, mais quand on entendait, au début des années 1960, quand on entendait sa voix, on entendait qu'il y avait un autre potentiel derrière. Et c'est une voix qui a commencé à évoluer au début des années 1970. Donc c'est un parcours de presque 30 ans où elle a complètement changé de voix sans jamais perdre les qualités qu'elle avait au début. Aujourd'hui, dans le monde lyrique, elle a laissé son empreinte, même si le grand public ne se souvient pas toujours du nom de Christiane Dapierre, les spécialistes du monde lyrique le savent, le connaissent, parce que justement, elle a cette couleur, cette signature de couleur qui est assez inoubliable. Mais en même temps, elle n'a pas fait la plus grande carrière du monde, ce qu'elle aurait pu faire, parce qu'elle a refusé des tournées en Amérique, notamment une grande tournée en Amérique du Sud, par exemple, après ses succès à New York, parce qu'il y avait tant d'amour pour elle dans sa vie familiale, dans sa vie personnelle, avec les gens qui sont ses proches. Elle n'a pas voulu accepter la grande tournée, et finalement, elle aurait été beaucoup plus célèbre si elle avait voulu ça. Mais il lui fallait son monde, comme elle disait.
Je n'ai jamais voulu faire passer ma vie d'artiste avant ma vie de famille, parce que c'est ma vie de famille qui a fait que je pouvais chanter le mieux possible. Donc je n'ai jamais voulu qu'il y ait de rupture entre ma vie de famille et ma vie d'artiste. Mademoiselle Dapierre, en scène, s'il vous plaît.